J'ai arrêté à 16 ans les études, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. J'étais pas très doué dans les études. Elle me gardait avec elle 1 heure de temps tous les soirs pour me faire des dictées, pour m'apprendre à écrire. Avec Maurice Immobilier, vous avez la certitude de trouver des acheteurs pour votre bien immobilier et devenir propriétaire à Paris. Nous rendons les clés de la ville à ceux qui l'aiment. Gérer l'humain, c'est pas facile. C'est pas parce qu'on n'est pas doué dans les études qu'on peut pas évoluer, qu'on peut pas aujourd'hui monter une société et monter une grosse boîte. Et là, on revient sur une période de taux un peu plus élevée, mais qui fait baisser les prix, parce qu'il y a une corrélation directe entre les taux et les prix. Je disais il y a 1 an, sur tous les réseaux sociaux, c'était vous pouvez vous faire financer à 100%, sans apport, ce qui était déjà pas vrai, hein, toi et moi on le sait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'investissement dans la pierre est l'investissement le plus sûr. Plus c'est grand, plus c'est facile à vendre. C'est ça qui est bizarre. Salut Mickaël. Salut, enchanté. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce podcast. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mickaël Habitbol, fondateur des agences Maurice Immobilier. Maurice avec 2 S à la fin. Mickaël, merci de me rejoindre. Merci. Je voulais te faire venir parce qu'on s'est rencontrés récemment. Et pour ne rien cacher aux gens qui nous regardent, on s'est rencontrés parce qu'on est en train de faire une affaire ensemble. Exactement. Voilà. Je suis en train de t'acheter un bien immobilier. Exactement. Voilà. Et ça se passe très bien. On a sympathisé. Et j'ai trouvé ton parcours hyper inspirant. Alors, j'ai entendu, moi, Maurice Immobilier partout. Je vois les agences partout, notamment dans Paris. Et il y a des panneaux un peu partout. J'ai jamais acheté de bien via l'agence. Hein. C'est la première fois. Et il a fallu que ça passe par le patron. et donc, on m'a toujours dit du bien de toi, c'est vrai. Et quand je t'ai rencontré, j'ai dit, putain, le mec est hyper inspirant. Il faut vraiment qu'il puisse parler de son parcours, de sa vision du marché immobilier aussi, aux gens qui nous regardent, qui veulent commencer l'investissement ou qui en font déjà un petit peu. Voilà. Et donc, voilà, je voulais te faire venir pour que tu puisses me dire voilà, d'où tu viens, comment tu en es arrivé là, parce que tu as créé une vingtaine d'agences en moins de 10 ans. Aujourd'hui, exactement. Voilà. Vas-y, je te laisse te présenter. Moi, c'est simple. Voilà, je suis le fondateur de Maurice Immobilier. On a un réseau aujourd'hui de 20 agences sur Paris et proche banlieue. Et j'ai démarré en janvier 2012. Je faisais partie d'un grand réseau national d'agences immobilières. Je faisais partie du réseau Orpi. Pendant 4 ans, j'ai bossé à fond chez Orpi. On a réussi à développer une agence tous les ans. Donc j'avais 4 agences Orpi. Ça bossait super bien, on était contents, ça avançait. Mais il n'y avait pas la possibilité de pouvoir s'émanciper avec Orpi, puisque tous les emplacements étaient pris dans Paris et proche banlieue. Donc on ne pouvait plus se développer. Et au bout d'un moment, je voyais que je stagnais et que j'avais plus la possibilité d'évoluer. Donc je me suis dit, de toute façon, il faut que je monte quelque chose qui me ressemble, à mon image, quelque chose qui est à l'image de ce que j'ai envie de représenter. Et j'ai monté Maurice. Maurice, pourquoi ? Parce que c'était le nom de mon grand-père. J'avais une relation qui était très fusionnelle avec lui, comme je le dis à chaque fois lors de mes interviews. Et je me suis dit, le jour où je monterai une marque indépendante, quoi qu'il se passe, je montrerai quelque chose à son nom. Parce que j'ai envie d'être représentatif de la relation que j'ai créée avec lui. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup épaulé jeune. Et je me suis dit, de toute façon, j'aimerais lui faire honneur le jour où je monte quelque chose. Donc j'ai monté le réseau Maurice. Donc on a transformé nos 4 agences Orpi, qui étaient une de belles agences, une à Saint-Mandé, Montreuil, Réaumur et dans le 9e, Réaumur juste à côté. Et on les a transformés, on a monté Maurice et ça a pris direct. On s'est donné du mal, mon équipe m'a suivi. J'avais un associé également qui m'a suivi, qui était au début pas très chaud de monter un réseau indépendant, mais j'ai réussi à le convaincre. C'est pas évident parce que c'est un marché concurrentiel. Exactement. Et puis c'est pas du tout la même manière de bosser. Aujourd'hui, quand tu fais partie d'une grande agence, d'un réseau national, l'avantage c'est que toute la communication elle est mâchée. Ils ont une image qui est représentative, qui est connue dans toute la France. Donc tous les leads d'estimation, tous les gens qui veulent vendre, tous les gens qui veulent acheter, logiciels qui coûtent cher, etc. Tout est mâché. Ouais. C'est une solution clé en main. Alors que quand tu es indépendant, la différence, c'est que tu vas bosser d'une manière complètement différente. Il faut te faire ton nom déjà, Exactement. te faire connaître. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a transformé. Je me suis dit, au bout d'un moment, j'ai essayé de faire des candidatures pour ouvrir des nouvelles agences Orpi, mais il n'y avait pas la possibilité de les monter. Donc, je me suis dit, ou on prend un axe, ou on reste comme ça, on stagne et on n'avance plus. Et je commençais à me faire chier, je te dis la vérité. Ou je vais changer. Je vais changer ma façon de faire et je vais essayer de faire quelque chose qui me ressemble. Donc en 2017, je suis resté 5 ans chez Orpi, j'ai vécu des belles choses chez eux. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir une structure de travail qui est quand même très intéressante.
Et en 2017, je me suis dit, de toutes les façons, c'est où je me lance maintenant et j'essaye de monter quelque chose qui me ressemble, ou sinon, je n'ai pas le moyen d'évoluer comme je prétends et comme j'ai envie d'évoluer. Donc, j'ai monté Maurice. Donc, tu convertis les 4 orpis Exactement. et après, tu te dis, je lance, mais que de développement en propre. Tu n'as pas fait, comme on dit, de la franchise. Alors, ça s'est passé après. J'ai commencé, j'ai transformé les 4 agences orpis. Et on a monté Maurice, donc j'ai tout simplement changé complètement les intérieurs, j'ai refait toutes les façades, on a fait un système de communication avec une image à notre nom, et on a monté Maurice. Donc ça, on a démarré en janvier 2018, on n'avait plus les enseignes orpis, donc tout s'est lancé en même temps, mais la difficulté c'est qu'on a lancé 4 agences en même temps, avec une vingtaine de collaborateurs qui bossaient avec nous, qui n'avaient pas du tout la méthodologie de travailler en indépendant, mais plutôt la méthodologie de travailler en réseau, et on a lancé comme ça. Ça a pris tout de suite. On s'est donné beaucoup de mal. Et en mars-avril 2018, nous, on a un tempérament où on va de l'avant, on a toujours envie d'évoluer. On avait signé déjà 2 nouvelles agences dans Paris pour pouvoir développer la marque. Et en l'espace de 3 ans, on a monté 16 nouveaux points de vente. Magnifique. Donc 16 en 3 ans. 16 en 3 ans. Donc on avait nos 4 agences. Donc j'ai dit moins de 10 ans tout à l'heure, mais pas du tout. En fait, c'est l'équipe. Tu en avais 4 existants, mais en fait, en moins de 5 ans, tu as monté une vingtaine d'agences. C'est hallucinant. En moins de 5 ans, on a monté une vingtaine d'agences. Et combien de collaborateurs là en tout ? On est passé de 25 à 150. Et ça, c'est difficile parce que gérer l'humain, c'est pas facile. T'es passé d'agent immobilier à chef d'entreprise, RH. C'est plus le même métier. Exactement. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est du management, c'est gérer les équipes, c'est gérer le tempérament des équipes. On a des responsables dans chaque équipe. Et moi, j'avais une image où ce que je voulais, c'était donner la possibilité aux gens qui ont évolué à nos côtés, la possibilité de pouvoir se développer au sein du réseau. Donc, dans les 20 agences qu'on a montées, on avait des responsables d'agence dans chaque agence et on leur a laissé l'opportunité de pouvoir monter des franchises Maurice en étant associés indépendants de leur propre agence, mais en ayant tout simplement un contrat de franchise avec Maurice. Donc, dans les 20 agences qu'on a, on a 5 franchisés qui font partie du réseau depuis le début et qui aujourd'hui s'émancipent à l'intérieur du réseau en ayant développé des franchises. Tu as permis de faire ce que tu n'as pas pu faire chez Orpi, en fait. Exactement. Je ne pouvais pas me développer chez Orpi. Quand j'arrivais en GIE ou en réunion, on avait des réunions tous les mois, on sentait qu'on ne pouvait pas évoluer, que c'est une très belle entreprise, qu'il y a une très belle image de marque, comme les grands réseaux aujourd'hui, mais on peut pas, c'est difficile de faire bouger les codes dans ce genre de grands réseaux. Et c'est ce qui me plaisait plus à la fin. Et c'est pour ça que j'ai monté Maurice. Et ta vocation aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de passer de 20 à 40, à 100, alors, de rester sur une taille humaine ? C'est quoi ton idée ? On est sur un marché aujourd'hui qui est plus ou moins tendu. Donc, on essaye aujourd'hui de stabiliser nos propres agences. On s'est développé très vite. Donc, on essaye de stabiliser le personnel et de mettre en place tout ce qu'on a monté en quelques années. Moi, ce que j'aimerais à terme, c'est éventuellement ouvrir, pas forcément dans Paris ou proche banlieue, parce qu'aujourd'hui, on est bien implanté, mais essayer de développer des marchés qu'on n'a pas encore touchés, comme le sud de la France, créer une synergie avec le marché du sud de la France, créer une synergie avec le marché normand, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de Parisiens qui vont en Normandie le week-end et qui ont envie éventuellement de résidence secondaire là-bas, pareil pour le sud. Donc, on a aujourd'hui déjà des demandes pour ouvrir des franchises et des succursales dans le sud. Et en Normandie, on se pose la question. Donc, on ne veut pas aller trop vite parce qu'il faut faire attention et qu'on est sur un marché quand même qui est plus ou moins tendu en ce moment. Mais je pense que d'ici 2025, on va certainement avoir des nouvelles implantations qui vont se faire, mais en dehors de Paris et proche banlieue. Mika, merci. Ce qui est intéressant, c'est que on est arrivé direct au moment où tu étais déjà patron de 4 agences Orpi. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de remonter un tout petit peu avant. Ouais. En fait, tu es autodidacte. Tu n'as pas fait la grande école, tu n'as pas été poussé par la famille qui avait du patrimoine immobilier, tu n'avais pas un père qui avait des agences. Non. Tu t'es lancé jeune et tu t'es dit je vais faire de l'immobilier. Pourquoi ce choix ? Quels ont été les 2-3 obstacles à surmonter ? Est-ce que le fait d'être autodidacte, est-ce que la vision des autres, le machin, est-ce qu'il y a eu des obstacles à ce niveau-là, ou au contraire, est-ce que ça t'a motivé ? Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu dans le passé pour... Moi, c'est simple, j'ai fait un BTS immobilier, mais juste avant, j'étais pas très doué dans les études. J'avais des capacités, mais j'étais pas doué parce que j'arrivais pas à me canaliser. Donc, je suis rentré dans la vie active très jeune. J'ai commencé par l'optique, j'ai fait de l'optique, mais j'ai vu que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc, c'est important aujourd'hui de se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas doué dans les études qu'on peut pas évoluer et qu'on peut pas aujourd'hui monter une société et monter une grosse boîte.
J'ai arrêté à 16 ans les études. J'ai vu que c'était pas fait pour moi. J'avais toujours l'esprit, la fibre commerciale. Je me suis lancé dans l'optique. J'ai essayé, j'ai bossé, j'ai fait tout simplement une formation dans l'optique. Et j'ai vu tout de suite que ça ne me correspondait pas parce que rester dans une boutique toute la journée, ça ne me ressemblait pas. Bien sûr. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin de parler aux gens dans la rue. J'avais cette fibre commerciale et rester en boutique toute la journée, c'était impossible. Donc j'ai fait un an d'optique pour, en fait, tout simplement pour faire plaisir à mes parents. Et j'ai arrêté parce qu'un jour j'ai craqué. Et je me suis dit, quoi qu'il se passe, il faut que je me lance dans quelque chose, mais il faut que je fasse quelque chose qui me plaît. Donc mon père, en parallèle de tout ça, faisait un peu d'investissement dans l'immobilier, donc je l'écoutais, j'étais très jeune, je ne comprenais pas très bien. Mais j'ai été plusieurs fois avec lui à des visites, je l'ai vu négocier sur des opérations et compagnie. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui peut me ressembler, ça me plaît bien ce métier de pouvoir visiter des lieux différents tous les jours, de rencontrer des nouvelles personnes, de ne pas avoir un planning où je suis dans un bureau renfermé toute la journée. Et j'ai demandé tout simplement à mon père s'il connaissait pas éventuellement des gens qui pouvaient me faire une formation en agence, parce que moi je voulais vraiment voir la pratique, voir si ça me correspondait. Et je suis rentré, c'est simple, dans une petite agence familiale. Mon père avait fait une transac avec eux et je me suis rentré dans une petite agence familiale avec une dame d'un certain âge et ses enfants dans le centre de Paris. Donc j'ai appris le métier dans le Sentier, donc quartier historique. Bon, je te fais pas un peu le topo du quartier, mais quartier branché, quartier bobo. J'ai appris le métier. Je suis rentré à 18 ans chez eux. Je suis arrivé, ils m'ont pris parce que j'étais cool, sympa et que j'avais de l'énergie, mais je savais parler, mais ils m'ont laissé mon opportunité et je leur ai dit voilà, donnez-moi tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a comme tâche à faire, je veux même pas être payé, je veux apprendre. Et aujourd'hui, tu vois, il y a des mecs qui... Moi, j'avais envie d'apprendre, j'avais cette envie de comprendre, de faire quelque chose de ma vie, de représenter quelque chose. Et je me suis dit, bon, je vais apprendre un métier, ne me payez pas et laissez-moi juste apprendre. Donc, je suis rentré chez eux. J'ai appris le métier en l'espace de 4-5 ans. Ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite été passionné. J'ai appris à la dure. J'avais une dame d'un certain âge qui avait à mon avis quelle a été une ou deux épreuves ou challenges que tu as surmonté et ton premier succès? Raconte-moi un peu tout ça. Au début, je faisais... Tu vois, c'est un truc tout simple. Ça me revient là comme ça à l'esprit. Au début, tu sais, dans l'immobilier, il y a de la rédaction. Tu rédiges, il y a des promesses de vente. Tu es obligé d'étudier des documents. Il y a quand même cette rédaction. Tu es obligé d'écrire dans l'immobilier. Il n'y a pas les correcteurs d'aujourd'hui. Il y a pas l'IA. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas l'IA. Exactement. Je sortais de l'agence. Moi, j'avais un souvenir. C'était une dame d'un certain âge qui était veuve. Et elle me gardait avec elle 1 heure de temps tous les soirs pour me faire des dictées, pour m'apprendre à écrire. Et tant que je ne savais pas écrire, elle ne voulait pas que je remplisse un mandat. Je ne pouvais même pas remplir un mandat. Je ne pouvais même pas aller signer une promesse chez un notaire. Elle m'a tout appris. Donc, je lui dois beaucoup de choses parce que je n'ai pas appris que l'immobilier chez elle. J'ai appris l'école de la vie. C'est-à-dire, je suis sorti de chez elle, j'avais vraiment un vrai bagage. Et donc, j'ai ce genre d'épreuve de voir qu'elle m'obligeait à venir le dimanche matin pour faire la piche sur le Figaro, la piche sur les journaux d'annonces, pour trouver des vendeurs, en avance sur les autres et reprendre ceux de la semaine dernière pour voir si tout avait été appelé. Donc, j'ai été élevé à la dure et je pense que c'est ça qu'il me fallait. Il me fallait avoir aujourd'hui quelqu'un qui me prenne vraiment la dure, qui avait envie. Mais c'est important de commencer par le bas parce que on se rend compte. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi qui recrutes beaucoup de gens? Moi, j'ai une structure plus petite d'investissement immobilier. Toi, tu as 150 personnes, on le disait. Donc, tu vois beaucoup de profils, des gens qui arrivent chez toi, qui en général restent plus ou moins longtemps. Mais qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération? Moi, c'est ce que je vois, hein, les gens qu'on recrute, parfois, on a du mal à trouver des gens qui comprennent qu'il faut du temps pour apprendre un métier, que l'immobilier, l'investissement immobilier notamment, la transac, mais l'investissement aussi, c'est des métiers magnifiques, qui sont hyper polyvalents, parce que le matin, tu es juriste, à 10h, tu es négociateur, à midi, tu es banquier, à 14h, tu es chef de chantier, etc. Et les journées sont longues. Moi, je vois des gens, en tout cas, qui ont envie pensent qu'ils peuvent tout apprendre tout de suite, et qui pensent qu'ils peuvent accéder au statut le plus élevé en 5 minutes. Et dès que ça va pas assez vite, ils s'impatientent. Mais encore une fois, mon expérience est sur un panel très petit de collaborateurs. Nous, on a différents profils. C'est ça qui est. Qu'est-ce que tu penses des jeunes? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, ce que je veux dire, c'est est-ce que la génération Y ou même Z, donc les jeunes de 20 ans, 25 ans aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient capables de faire ce que toi tu as fait quand tu as commencé? Ce que tu penses? Ça dépend des profils. Moi, j'ai des jeunes dans les agences qui en veulent, qui ont envie, qui ont faim d'apprendre, qui ont envie de réussir, qui ont envie de se développer.
Et j'en ai qui sont plus paresseux. Après, chaque personnalité est différente. Mais moi, je me suis donné beaucoup de mal. Très honnêtement, quand j'ai appris le métier, je me suis donné beaucoup de mal. J'en ai bavé. J'ai craqué plusieurs fois. J'ai eu envie d'arrêter, de changer de métier parce que c'est pas évident. C'est un métier où tous les jours ne se ressemblent pas. Des fois, tu atteins 80% du travail et tu reçois un message le matin comme quoi le client il a envie de se rétracter. C'est pas évident. Rien n'est acquis tant que tu n'as pas signé tu vis en tant définitivement. en tant qu'agent immobilier, tu vis C'est sur pas tes évident. coms. Si Bah tu oui, vends tu pas, vis tu sur peux. tes coms. Même tu peux- si tu as un petit fixe de base, tu peux pas aujourd'hui te fixer ton fixe pour vivre. Donc aujourd'hui, Il y a des mois où tu vends pas, tu exactement. manges pas quasiment. Non, c'est pas Voilà. que tu manges pas. Non, mais Après, ce qu'il faut, c'est savoir épargner et mettre un peu de côté. je rigole, mais tu vois, c'est vrai. Aujourd'hui, pour te donner du mal, il faut se donner à fond. Et pour aujourd'hui avoir des beaux revenus dans l'immobilier, il faut se battre, il faut faire des affaires. Donc moi, je me suis battu avec quand j'étais jeune, j'ai vraiment appris le métier. Et aujourd'hui, ça m'a permis quand même d'évoluer assez rapidement. Donc quand je reviens aux jeunes, j'ai tout profil. Moi, je prends beaucoup de jeunes dans mes agences et je regarde pas forcément les CV. Je préfère des gens qui ont envie faim. d'apprendre, qui Bien ont sûr. faim, qui ont pas forcément fait que des grandes études. Je regarde Au même pas le contraire, CV, je ouais. regarde la personnalité de la personne quand je suis en entretien. Je regarde le profil que j'ai en face de moi. Le CV, je le lis pour connaître son prénom, son nom et où il habite, pour voir où je peux le mettre dans différentes agences, mais je vais même pas regarder ce qu'il a fait. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la personnalité de la personne. Et il y a des gens qui ont très faim, qui ont envie de réussir, qui ont des vrais objectifs dans la vie, et t'en as qui ont moins faim, qui se contentent. Moi, j'ai des négociateurs dans le groupe qui ont fait une affaire dans le mois, ils vont mettre le pied sur le frein. Et t'en as, ils en ont fait 3 dans le mois, et ils vont se dire comment je vais essayer de décrocher la 4e. Donc nous, on a un système de challenge où on fait des cadeaux pour T'as les des meilleurs incentives, des négociateurs tous motivations, les ouais. mois, de chaque agence, du groupe. On donne des primes, il y a des voyages organisés plusieurs fois dans l'année pour les meilleurs négociateurs, pour leur donner cette envie, d'essayer de se donner à fond et de se surpasser. Et c'est ça de sortir de sa zone de confort, c'est le plus important aujourd'hui. C'est cool. Est-ce que tu penses que tu es un chef d'entreprise qui inspirant? Je ne sais pas si je suis un chef d'entreprise aspirant, mais moi, en tout cas, quand je t'entends parler, honnêtement, Ouais. tu me mets un peu de frisson. Donc, je te dis que c'est. Enfin, moi, le discours, il me paraît inspirant. Mais est-ce qu'au quotidien, tu vois que les gens que tu embauches, ils te voient un peu pas comme un modèle humain ou professionnel? Je ne sais pas si je suis un modèle, mais l'avantage qu'il y a chez nous, et c'est surtout ce que j'ai eu envie de donner, c'est qu'on a la méthode un peu à l'américaine où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Il n'y a pas de hiérarchie chez Maurice. Ouais. C'est-à-dire que les négociateurs, ils sont copains. Ça a vraiment un esprit familial. Chez moi, par exemple, dans le groupe, pour te dire, il y a des bébés Maurice. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont rencontrés dans le groupe, C'est beau. qui se sont mis en couple et aujourd'hui qui ont des enfants. Donc il y a vraiment ce côté famille. Je voulais pas ce côté hiérarchie ou avec des rangs à respecter. Ce que je voulais vraiment, c'est avoir la possibilité d'avoir la proximité avec tout le monde et en partie avec moi. Et je pense que j'ai réussi, du moins pour mon équipe de responsables, à créer cette fusion où aujourd'hui, c'est pas que des responsables et des négociateurs qui bossent avec moi, c'est des amis, des gens avec qui il y a des sentiments qui se sont créés. C'est les papas pour les agences. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des sentiments qui se sont créés et je suis quand même reconnaissant. C'est pour ça que j'ai ouvert la franchise à des négociateurs qui avaient envie d'évoluer parce que j'avais envie de leur laisser l'opportunité aussi de pouvoir déjà s'enrichir davantage financièrement et d'avoir l'opportunité au sein du réseau de pouvoir se développer et de développer leurs propres agences. Donc, on a créé cette atmosphère. Et familiale et cool. Exactement. Ouais. C'est ça qui est beau dans le groupe, en tout cas. Et donc là, on a parlé de ton parcours de patron d'agence immobilière. Et entre l'intermédiation, c'est-à-dire l'agence immobilière et l'investissement, c'est tentant, il n'y a qu'un pas. Exactement. Donc tu es aussi devenu investisseur immobilier. Exactement. Aguerri, en parallèle maintenant. de mon activité, avec mon associé, on a développé une petite foncière où on fait des investissements en achat-revente avec des rénovations assez prime et on fait aussi de l'investissement patrimonial. Donc voilà, on a 2 casquettes aujourd'hui. On est toujours à 80% dans nos agences parce que ça nous prend beaucoup de temps, mais en parallèle de notre activité, on est en train de développer une petite foncière patrimoniale et en marchand de biens. Ok. Alors regarde, il y a des gens qui nous regardent qui veulent commencer l'investissement, soit qui ont déjà commencé, soit qui ont déjà un peu d'immobilier, soit pas du tout. D'autres qui ont déjà acheté leur RP, leur résidence principale. D'autres pas encore. Il y a des indépendants, des commerçants, des VTC, des boulangers, des artisans.
Imagine le profil de quelqu'un aujourd'hui qui a entre 40 et 50 000 euros, d'accord, d'apport sur quelque chose, qui a déjà peut-être un bien qui se dit, qui entend à longueur de journée ce qu'on lui disait il y a un an sur tous les réseaux sociaux, c'était vous pouvez vous faire financer à 100% sans apport, ce qui était déjà pas vrai, hein, toi et moi on le sait. Mais aujourd'hui on leur dit c'est fini, arrêtez tout, les banques prêtent plus, qu'est-ce qu'on fait, c'est la catastrophe. Ce qui n'a pas été faux non plus dans les 6 derniers mois. Maintenant, on sent que ça reprend, on sent que les banques réouvrent les dossiers, que les gens les conditions se détendent un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des gens qui veulent commencer ou développer leur investissement immobilier, qui ont un petit pécule de départ? Je ne parle pas que à Paris, hein, au contraire. Prends une ville dans le sud de la France, dans l'ouest, dans l'est, peu importe. Quel type de bien on pourrait conseiller à ces gens de regarder, et sur quel horizon? Est-ce que plutôt sur du long terme, plutôt essayer de faire des opérations, comme on dit chez nous, c'est de l'achat, rénovation, revente, et sous quel horizon? Voilà. Quel pourrait être tes conseils? Moi, je pense aujourd'hui qu'aujourd'hui, l'investissement dans la pierre est l'investissement le plus sûr. Donc, moi, je conseillerais à ces gens d'investir. Les taux, ils sont oui, mais après, si l'investissement est bon et si la rentabilité est intéressante, et que c'est un autofinancement, un investissement locatif, si ton loyer que tu touches tous les mois est plus important, ce qu'il faut, en fait, tout simplement dire, c'est que dans un investissement locatif, tu as une rentabilité. Si ton investissement est plus important que ta mensualité, même si les taux sont importants, tu n'as aucun risque. Tu construis du patrimoine tous les mois, tu capitalises en faisant des investissements locatifs, et c'est un complément de retraite dans le futur ou un complément de revenu. Donc aujourd'hui, la pierre, ce qu'on voit sur les 30 dernières années, il a fait que monter, c'est une montagne. Donc il n'y a pas de risque dans la pierre. Aujourd'hui, on est dans une période de correction. On était sur un marché qui est monté très haut, comme dans les marchés financiers, il y a eu des hauts, des bas. On est dans le marché de l'immobilier, on est monté très haut. Il y avait des taux historiquement bas, qui étaient illogiques d'ailleurs, parce que clairement, les banques, elles prêtaient de l'argent gratuitement. Aujourd'hui, ça se corrige. Aujourd'hui, l'investissement dans l'immobilier, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier sur les 30 dernières années. Moi non plus. D'ailleurs, j'en connais pas. Personnellement, je ne sais pas si toi t'en connais, mais moi, perso, sur les 30 dernières années, même des mecs ou des gens qui ont acheté cher, sur les 30 dernières années, ils ont fait des plus-values et leur investissement est sûr. Donc, les investissements, c'est intéressant. Tu capitalises. La rentabilité que tu as, c'est que le loyer que tu donnes à la banque tous les mois, tu le capitalises sur le nombre d'années à la fin de ton crédit. Ce qui est génial en investissement, parce que tu parlais d'investissement patrimonial, c'est qu'il y a l'effet magique qu'on décrit dans la formation l'investissement immobilier et dans les podcasts des invités que je reçois. Je l'ai encore dit hier, s'il y a un effet magique, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Bien sûr. Il n'y a pas, moi mon père disait, si on pouvait faire de l'effet de levier avec des tables et des chaises, je vendrais des tables et des chaises. Bien sûr. Mon père n'était pas dans le meuble, il a choisi, notamment, mais il a choisi l'immobilier à un moment donné. Et l'effet de levier, c'est quoi, les amis? C'est que tout simplement, avec 50 000 euros de mise de départ, on peut aller voir une banque. Alors oui, les taux sont un peu plus élevés aujourd'hui, mais comme tu l'as dit, c'était des taux anormalement bas. C'est ça, merci. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est important que les gens le sachent, c'est que dans un crédit, tu peux le renégocier 2 fois pendant la durée du crédit. Donc même si tu achètes aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les gens qui vont acheter aujourd'hui vont avoir des opportunités de marché. Merci. Alors que je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on sera sur un marché qui sera plus resserré parce que les taux auront baissé et il y aura moins d'opportunités. Donc quelqu'un aujourd'hui d'assez intelligent, ok, il emprunte un peu plus cher que dans quelques mois, mais dans 2 ans, il renégocie son taux. Donc moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas si la fenêtre de tir, elle s'arrête parce qu'il y a toujours des investissements sûrs, mais en tout cas, je trouve que c'est le moment d'acheter, moi. Il y a des opportunités, il y a des gens qui n'arrivent pas à vendre, il y a des opportunités d'investissement locatif, d'investissement dans l'investissement achat-revente. Donc, il ne faut pas regarder les taux. Faut tout simplement, en fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut que la mensualité de ton loyer soit toujours, moi c'est ce que je fais dans mes calculs, soit toujours 20 à 25% plus importante que le crédit que tu as en face. Parce que quand tu inclus tes charges, ta taxe foncière, au moins, t'es couvert et t'es tranquille, et tous les mois, tu vois, tu as devancé la question que j'allais te poser. C'était une question que toi et moi, on reçoit, je pense, à tous les dîners, toutes les soirées, toutes les communions, les mariages, etc. C'est alors, Mickaël, alors Julien, est-ce que c'est le moment d'acheter? Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, un peu comme toi, et il n'y a pas un événement où on me dit est-ce que c'est le moment d'acheter? Et ben, ça fait 15 ans que les taux, moi, je suis rentré sur un marché. On voit que c'est cyclique, parce que moi, j'ai commencé en 2009-2010, les taux étaient à 4%. Bien sûr. Et on achetait. Bien sûr.
On a connu une période bénie, comme tu l'as dit, de 7-8 ans où les taux étaient quasiment gratuits, Ouais, mais la période mais bénie, c'était anormal. il n'y avait pas beaucoup d'affaires Mais sur le il n'y marché. avait pas beaucoup d'affaires, mais c'était anormal. Et puis les prix étaient élevés encore. Bien Au sûr. Il y a une période bénie pour les taux, mais les prix étaient élevés, donc Et ça oui. revient au même. Donc, on Et, arrive à la et même là, chose. on revient sur une période de taux un peu plus élevée, mais qui fait baisser les prix, parce qu'il y a une corrélation Bien directe sûr. entre les taux et les prix. Et à chaque fois qu'on m'a posé cette question depuis 15 ans, j'ai toujours dit oui. Et évidemment, c'est ce que tu dis, c'est que, en effet, quand les taux sont bas, vous achetez plus cher, mais l'argent coûte moins cher, certes, mais je Bien suis sûr. d'accord avec toi. Je préfère, moi, rentrer sur un marché, c'est ce que j'ai dit encore hier, quelqu'un qui avait un appartement qui voulait acheter à 500 000 euros. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, les gens qui sont obligés de vendre, les fameuses ventes forcées, les Bien sûr. divorces, les Bien mariages, sûr. les trucs, les machins, Les crédits relais. les On a crédits beaucoup de relais, les crédits prêts relais, exactement, les gens qui sont obligés de vendre une maison pour acheter une autre parce que les enfants sont partis, ils veulent prendre plus petit ou plus grand parce que la famille s'agrandit, bref. Les gens qui sont obligés de vendre, un appartement qui valait 500 000 euros, quelqu'un qui est obligé de le vendre, il va peut-être le vendre aujourd'hui à 460, à 430, 440. Vous l'achetez à 50, 60 000 euros de moins que ce qu'il était il y a un an. Ça, on ne peut plus vous l'enlever. C'est chez le notaire, c'est payé, Bien vous sûr. avez payé 60 000. Bien Par sûr. contre, le crédit, comme tu l'as dit, le crédit, oui, quand vous regardez la courbe des taux, sur une simulation sur meilleur taux, les gens prennent peur parce qu'ils me disent à moi, ouais, mon crédit qui me coûtait 100 000 euros sur 20 ans, Bien maintenant sûr. il me coûte 160. Bien Oui, sûr. mais ta courbe, tu vas la corriger dans un an, dans 2 ans. Quand tu vas taper à la banque, Bien sûr. bonjour, mon taux, j'ai signé à Bien sûr. 4. Bah, les taux aujourd'hui que vous pratiquez, c'est 2,5. Je voudrais repasser à 2,5. Bien sûr. Tu as Et le droit là- de renégocier ton taux 2 fois. 2 fois. Donc, mais les opportunités de marché qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'on ne les aura pas dans quelques années. On est sur un marché qui s'est un petit peu corrigé. Il y a énormément de biens sur le marché, moins d'acheteurs. L'immobilier, c'est une question d'offre et demande. Quand tu as beaucoup d'acheteurs d'un côté et peu de biens, les prix augmentent. Et quand tu as beaucoup d'acheteurs, quand tu as beaucoup de biens mais peu d'acheteurs, les prix baissent. Là, on est sur un marché où nous, par exemple, en stock, aujourd'hui, on a 1500 biens. J'ai jamais eu 1500 biens à 1500 biens en base de données, là 1500 biens sur les 20 agences. Donc, on n'a Wow. jamais eu autant de biens. Mais on sent que ça repart. On a des gens qui visitent. On a beaucoup plus aujourd'hui de demandes de visites qu'il y a quelques mois. Et on commence à avoir des offres légèrement négociées, moins négociées qu'il y a 6 mois, mais qui sont toujours négociées et qui commencent à faire relancer le marché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la fenêtre de tir pour un investisseur qui a envie de faire un petit investissement et payer un bon prix, elle est maintenant. Elle est là dans les 4-5 mois à venir parce que je pense que d'ici 2025, on sera sur un marché où les taux auront baissé significativement. Et donc les prix auront augmenté. Bah, logique. C'est ce qu'on veut dire, aux gens. Voilà, est-ce que c'est le moment de se lancer? C'est toujours le moment et on vient de le dire, les opportunités. Il y a des opportunités notamment avec les diagnostics. C'est une Bien autre sûr. question, ça. C'est de moi quand j'ai commencé ce métier avec diagnostics, je l'ai dit encore l'autre jour. On les regardait même pas. Bien sûr. Limite, une fois sur deux, on les oubliait chez le notaire. C'était le truc. Ah oui, le pavé de diagnostic. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on l'a oublié. Maintenant, les gens, quand ils veulent, nous, les biens qu'on vend un peu en direct, parce qu'on fait sur les opérations qu'on vend, ou même les agences, quand on passe par les agences, ils nous disent, ah oui, avant de nous dire où est le bien, quel prix il vaut, c'est quoi la catégorie énergétique. Alors quand un bien est rénové, évidemment, il faut qu'il ait la meilleure catégorie Bien énergétique. Mais pour les gens qui veulent faire un investissement, une opportunité, un investissement avec une marge, d'accord, valeur Bien sûr. ajoutée, pour le revendre. Il y en a qui s'arrêtent à se dire, ah mais non, le diagnostic est pas assez bon, j'y vais pas. Est-ce que tu peux expliquer aux gens que Mais c'est une terre le d'opportunité au diagnostic, à contraire? partir du moment où on veut faire un achat-revente ou un investissement, alors qu'on a... En général, quand le diagnostic est mauvais, il faut prendre quelque chose en considération, c'est que l'appartement est vétuste ou qu'il est ancien. Donc à partir du moment où vous allez faire des travaux de rénovation dans l'appartement, la LED va changer, tout simplement. Et vous allez passer dans une catégorie qui n'aura aucun problème. Maintenant, il y a eu beaucoup, ça a été très à la mode, le sujet des passoires thermiques et compagnie. Faut pas que ce soit un frein pour les gens. Aujourd'hui, quand vous avez un appartement de vétus, de toutes les façons, si vous souhaitez faire un investissement locatif, vous n'avez pas le droit de le louer vétus. Donc, il faut respecter une certaine catégorie et il y a des normes de sécurité à respecter pour les locataires aujourd'hui. Donc, si vous prévoyez des travaux de rénovation dans votre appartement, il n'y a aucun risque. Vous refaites les diagnostics après. Et si vous avez fait des travaux qui sont en adéquation avec les mesures aujourd'hui de sécurité pour les locataires, votre diagnostic sera bon. Mais surtout que c'est une opportunité sûr. d'acheter. Faut Au pas contraire, moi, s'arrêter. je préfère Voilà. acheter des produits à rénover, faire des produits clés en main à mon goût, qui permettent déjà de valoriser le bien si je décide de le revendre, parce que quelque chose de clé en main se vend beaucoup plus facilement qu'un produit vétuste. Et en plus de ça, de l'auras maximiser payé mes moins chances cher à l'entrée. pour le louer, tout simplement. Et puis tu l'auras payé moins cher à l'entrée parce Exactement. qu'il y a beaucoup de gens les fameuses ventes Ça forcées, arrête mais pas beaucoup de que, gens. Ça arrête beaucoup de qui se gens disent qui ont j'ai pas les peur. moyens de Exactement. rénover, et qui lisent dans le journal le matin, ah je suis en catégorie Bien sûr. F, G, E, peu Bien sûr. importe. Ouh là là, dans 5 ans je pourrais plus le louer, mais Non, combien, non. combien ça coûte? Bah j'ai pas les moyens de le rénover. Les aides, parfois on n'est pas éligible parce que Non, mais ce qu'il faut voilà. prévoir avant un investissement, quand vous faites un investissement locatif, c'est de bien faire un tableau Excel avec toutes vos dépenses
que ce soit les frais bancaires, la rénovation du bien, les frais de notaire, tous les coûts qui vont vous incomber lors de la transaction, de manière à pouvoir faire tout simplement un business plan. Moi, c'est ce que je fais, un BP, sur tous mes biens. On n'oublie aucune ligne. Le prorata de taxes foncières, le prorata d'électricité. Je mets même les frais de comptabilité de la société pour te donner à quel point aujourd'hui je suis pointilleux parce que je veux pas de surprise. Et quand je fais mon fichier Excel, j'estime toujours à la baisse le prix de revente de manière à avoir éventuellement une bonne surprise à la fin, mais pouvoir maximiser mes chances de pouvoir voir si je fais un bon investissement. Donc, pour résumer, tout ce que tu viens de me dire, il y a eu beaucoup de valeurs intéressantes. C'est pour se faire déjà un bon projet, il est en général financé. Si vous avez un projet dont les loyers, si on parle d'investissement locatif, dont les loyers sont supérieurs aux échéances de crédit, et toi tu as dit à peu près 20%. 20% supérieurs aux échéances de crédit, il n'y a pas, a priori, si vous êtes solvable, que vous avez un métier stable, que vous soyez indépendant ou salarié, vous aurez un financement. Deuxièmement, c'est attention à ne pas s'arrêter à la question du taux. Au contraire, le taux permet d'acheter aujourd'hui moins cher. Ce qui est acheté moins cher, on ne peut plus vous l'enlever. Hein. Quand vous avez payé 50 000 euros, 100 000 euros de moins un bien qui était 50 ou 100 000 euros plus cher il y a 6 mois, c'est chez le notaire, c'est fini. Exactement. Alors que le taux se renégocie. Deuxième point, c'est hyper important. Exactement. Je le martèle et c'est vrai que c'est important. Les gens ils me disent, même un chauffeur Uber l'autre jour me disait, ah oui, mais j'ai lu que. J'ai dit, mais au contraire, je lui dis, t'as un peu de cash de côté? Il me dit, ouais, j'ai 30 40 000 euros de côté, j'ai un bien à 250 000, mais bon, les taux sont élevés. Je dis, mais achète-le. Tu vas mettre où ton argent mieux que dans l'immobilier aujourd'hui et tu renégocieras ton taux dans 2 ans. Mais la plupart, il faut le dire, la plupart des gens n'osent pas aller voir la banque, n'osent pas renégocier. Il ne faut pas hésiter. Ah non, vous osez appeler Free quand vous n'êtes pas content parce que la connexion Internet elle saute. Vous n'hésitez pas à les menacer, leur dire, je vais partir chez Bouygues. Une banque, c'est pareil. Bien sûr. Votre banquier, il a aussi peur que vous, voire plus que vous partiez. Hein. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, la banque s'enrichit quand vous prenez un crédit. Il faut prendre ça en considération. Il gagne quand même une somme qui est assez importante sur le montant du crédit. Mais comme vous avez l'opportunité, c'est marqué dans le contrat, il faut bien relire les clauses du contrat, mais c'est pour tous les contrats de crédit la même chose, la possibilité de renégocier 2 fois les taux pendant la durée du crédit. Si les taux baissent, faut pas aller voir la banque 3 mois après avoir pris votre crédit, mais faut qu'il y ait un écart important, au moins 1%. Une vraie baisse significative. Tu dirais quoi, au moins 1%? Ah oui, au moins 1,5%. Et je pense que là, d'ici 2025, on va arriver à des taux qui vont être de l'ordre de 2,83%. Donc quand tu vois les taux d'aujourd'hui et qu'on arrive à 2,83%, on sera autour d'un 1,5% en moins. Donc ce sera quand même une baisse significative sur la mensualité, sur la capitalisation globale du crédit. C'est tout. Quels ont été, toi, les investissements sur lesquels tu t'es positionné le plus dans les dernières années? On parle beaucoup de Airbnb, moi j'en fais, on parle beaucoup moi je fais du bureau, du coworking, etc. Quels ont été, toi, les types de biens et quels sont les types de biens sur lesquels tu conseillerais aux gens de s'intéresser là? Alors moi j'ai fait beaucoup d'investissements locatifs au démarrage dans le résidentiel parce que c'est mon cœur de métier. Bien sûr. Ce que je dis surtout aux futurs investisseurs, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier dans l'investissement. Ça veut dire ce qui est bien, c'est de ne pas mettre tout dans des appartements ou tout sur les Airbnb ou tout sur les locaux commerciaux. Ce qui est bien, pour maximiser vos chances et votre sécurité d'investissement, ce qui est important, c'est d'essayer d'investir sur différents pôles de la transaction immobilière. Donc moi, ce que j'ai fait au démarrage, comme c'est mon cœur de métier, je faisais des investissements locatifs dans l'habitation que j'ai loué avec des beaux vides ou meublés, qu'aujourd'hui je loue en mobilité parce que j'ai des rentabilités qui sont plus intéressantes. Stop sur la mobilité 2 secondes, Nika, retiens ce que tu voulais dire. Ceux qui nous regardent, aujourd'hui les rendements locatifs en logement, on va pas, surtout dans certaines villes où les loyers sont plafonnés, notamment à Paris, peuvent être, même si les prix ont baissé, peuvent être assez limités. Quand tu as des rendements locatifs à 3 ou 4%, alors que tu as un crédit à 3 ou 4%, les loyers, ce qu'on disait tout à l'heure, ne couvrent pas l'échéance. Bien sûr, exactement. Le bail mobilité est un super outil parce que ça permet de ne dépasser ce plafond de loyer et surtout de permettre d'offrir de la flexibilité à des locataires qui ne veulent pas rester forcément s'engager sur un contrat long, mais qui sont prêts à payer plus cher. C'est comme tout. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le bail mobilité, ce qu'il faut bien expliquer aux clients, c'est que c'est la possibilité d'être sur toutes les plateformes comme Airbnb et Booking avec un minimum de 30 jours de location pour un futur voyageur qui va se loger chez vous. Le seul avantage que vous avez, comme tu l'as dit, c'est que tu n'es pas tenu par un bail. C'est-à-dire que demain, tu décides de vendre ton bien, tu n'es pas tenu avec un bail où tu es obligé d'informer le locataire, lui donner un congé ou quoi que ce soit. Et là, on connaît, toi et moi, tu peux annuler une réservation ou sinon tu finis ta réservation. De toute façon, une vente, ça prend 4-5 mois. Le temps de trouver un acheteur, plus de signer chez le notaire. Donc, le temps de faire tout ça,
ça te laisse l'opportunité en général de mettre fin à tes réservations et ton rendement locatif. Il faut quand même le prendre en considération, puisque c'est quand même la chose la plus importante, c'est le nerf de la guerre. Moi, sur des beaux meublés ou sur des beaux vides que j'avais par rapport au bail mobilité, aujourd'hui, j'ai 40-50% de revenus supplémentaires grâce au bail mobilité. Énorme, c'est énorme. Donc, c'est relativement important. Et surtout, on connaît les sales histoires, hélas, de locataires qui ne payent plus ou qui tout simplement qui payent mais qui ne veulent pas partir au moment où ils le doivent quand on envoie un congé pour vente. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un appartement, vous le louez. Tu n'es pas tenu par un bail. 5 ans après, vous voulez le vendre pour une raison X ou Y, vous avez le droit. Le locataire, il dit moi, je ne peux pas partir. Ou alors, encore plus sales histoires, c'est les locataires qui, retournement de vie, etc., peu importe, ne peuvent plus payer les loyers. Ça prend 2 à 3 ans pour les sortir, alors qu'un bail mobilité, techniquement, il n'y a pas de droit au maintien dans les lieux. Voilà, maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a souvent maintenant des gens qui n'arrivent pas à trouver d'appartement. La demande à la location à Paris, elle est très, très importante par rapport au nombre d'offres. Et c'est ce que je dis des fois à des gens, je leur dis, quand vous n'arrivez pas à trouver un bain, essayez de vous focaliser sur les biens en courte durée où vous demandez des baux de 4, 5, 6 mois. Moi, le dernier bail que j'ai loué sur un bail mobilité, c'était 7 mois. J'ai quelqu'un qui est venu faire ses études, un stage à Paris. Il est venu pour 7 mois. Il n'arrivait pas à trouver un meublé pour rentrer dans les lieux, à chaque fois son dossier refusé et compagnie. Je lui ai dit, écoutez monsieur, essayez de vous focaliser sur un bail mobilité en regardant sur Airbnb, en mettant votre période de stage. Et le gars, il a trouvé parce qu'ils lui ont demandé beaucoup moins de documents que sur un bail traditionnel comme le bail vide ou le bail meublé. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et en plus de ça, vous pouvez le louer même en achetant un appartement. Vous n'avez pas besoin d'une affectation commerciale pour pouvoir louer en mobilité. Et en général, l'investissement est plus rentable que sur un bail vide ou meublé. Donc investissement locatif pour donc appartement traditionnel, bien sûr, c'est génial. Pour le louer en bail mobilité, je répète, c'est légal. C'est minimum 30 jours par contre, mais c'est légal. Bien sûr. Ça permet d'augmenter les loyers. Bien sûr. Ça permet de ne pas avoir de risque ou limiter à 99% le risque que le locataire ne parte pas à l'issue du contrat parce qu'il n'a pas le droit de se maintenir dans les lieux. Exactement. Ça simplifie la gestion aussi. Bien sûr. Donc, et en termes de géographie, toi, tu investis essentiellement à Paris ou dans d'autres villes de France ? Moi, j'investis beaucoup à Paris parce que c'est mon cœur de métier. C'est ton terrain de jeu. Voilà, c'est mon terrain de jeu et c'est surtout là où j'ai le plus de contacts pour investir. Maintenant, aujourd'hui, il y a des investissements. J'ai un copain, là, je pensais à ça. Hier, j'ai été dîner avec lui. Il me disait qu'il a fait des investissements au Havre. Il a acheté des petits studios qu'il a payé il y a encore 3-4 ans 2 000 € du mètre, qui aujourd'hui en valent 4 et qui sont à côté du port du Havre. Et il a des rentabilités à 13-14% sur des petits studios d'investissement qu'il a payé entre 40 à 50 000 € et qui lui rapportent entre 6 à 700 € par mois hors charge. Donc c'est quand même relativement intéressant. Il est sur un marché où l'immobilier monte, parce qu'on est sur des zones où il y a certainement dans quelques années, c'est ce qu'il me disait, il va y avoir le TGV. Il y a beaucoup de projets au Havre, voilà, en plus autour du port, qui est le deuxième port français, je crois, au premier port français. Voilà. C'est le premier port, il me parle du TGV dans 2-3 ans. Il me dit, voilà Mika, j'ai acheté il y a 2 ans ou 3 ans 2 000 €, entre 1 500 et 2 000 € du mètre. Aujourd'hui, ça vaut 4 000, donc il a doublé le prix de son investissement. Et en plus de ça, il a une rentabilité entre 12 à 13%, ce qui est aujourd'hui énorme pour un investissement locatif. Donc acheter dans des zones où il va y avoir le train, où il y a du potentiel, où il va y avoir une extension de ligne de métro, de ligne de tram, un gros projet, par exemple station balnéaire à côté. Exactement. Qui est en train de se créer. Je pense à la côte atlantique. Il y a beaucoup de choses qui est à faire de Biarritz à Bordeaux en allant jusqu'à Nantes. Il y a beaucoup de zones où il y a des projets importants qui vont dynamiser. Regardez les projets qui vont être dynamisés. Il y a beaucoup de zones où il y a un potentiel d'acquisition là aujourd'hui qui sont intéressants. Moi, je regarde pas mal Marseille en ce moment. Ouais. J'ai regardé le sud, j'ai vu je trouve que les prix sont infondés par rapport à la valeur de la ville. Donc là, je me suis focalisé, j'ai commencé à un petit peu investir sur Marseille. J'ai fait 2 petits investissements avec quelqu'un sur place qui connaît bien la zone. Et je pense que d'ici quelques années, le marché, en tout cas marseillais du Sud, je pense qu'on va être sur un marché qui va beaucoup évoluer et qui va, en termes de prix, beaucoup augmenter parce que les prix ne sont pas en adéquation avec le potentiel de la ville. Maintenant, mon cœur de métier et ma chasse reste quand même Paris et proche banlieue parce que c'est une zone que je connais parfaitement bien et qui me permettent de pouvoir vraiment bien gérer mes investissements.
Marseille, je te rejoins, c'est un peu la belle endormie française pour Ouais, revenir c'est ce sur que je pense. Marseille. Moi, je connais, que je connais bien. J'ai fait une partie de mes études à Aix-en-Provence à côté. Et c'est vrai que tu as du bel immobilier, des très beaux immeubles pierre de taille. Exactement. Tu as une station évidemment littorale incroyable avec une centaine de kilomètres de côte de bout en bout quand on prend l'agglomération. Tu as le train, l'aéroport de Marignane qui est un aéroport Bien international. Tu peux sûr, partir direct de Dubaï, de Marseille-Dubaï. bien sûr. Ok, Il y a beaucoup de potentiel dans cette ville. On est dans une des 5 plus grosses villes françaises et je trouve que je vois beaucoup de biens à 3 4 000 euros du mètre. Je trouve que quand je vois le marché parisien où on est sur une moyenne entre 9 000 et 9 500 euros du mètre sur la moyenne globale du mètre carré à Paris, je me dis, je trouve ça illogique que Marseille, on soit sur un si bas prix par rapport à des villes comme Bordeaux, Lyon ou Paris. C'est pas logique. Donc je pense qu'il y a un potentiel qui est à prendre en considération et qui va certainement faire évoluer la ville d'ici quelques années. Parce qu'on est quand même dans une ville qui est sympa, c'est ensoleillé, il y a du potentiel, c'est une grande ville économique. Donc je pense que les prix vont évoluer là-bas. Voilà. Est-ce que tu te vois te reconvertir un jour ou pas? Est-ce que tu te vois faire autre chose que de l'immobilier? Franchement, non. Non, 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 je l'ai dans la peau, l'immobilier, j'en parle H24. De toute façon, quand tu es agent immobilier ou quand tu fais de l'investissement, tu n'es pas agent immobilier que de 9h à 19h. Tu es agent immobilier tout le temps, 7 sur 7. Tu parles On est passionné d'immobilier ou tout le voilà. temps. Si tu fais façon, c'est ce que je dis moi à mes négociateurs, si tu fais pas ton travail avec passion, tu peux pas être performant. Ce qu'il faut avoir le truc dans la peau. Si t'es pas passionné, change de métier. Voilà, moi c'est ce que je dis à mes Ah, négos. mais Des je fois j'ai des suis. gars, ils bossent bien, mais ils me disent ça me fait pas rêver l'immobilier. Quand je fais une vente, je kiffe pas. Je leur dis mais c'est pas bon. Il faut vibrer. Ce qui est Hmm. important dans l'immobilier, il faut vibrer. Moi, avant de parler du côté financier, avant de parler d'investissement, avant de parler de quoi que ce soit, ce qui est important, c'est que quand je fais une transaction, je vibre. Ça me fait trembler. Donc aujourd'hui, euh, moi, je vibre dans ce que je fais. Ça fait quand même aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ça va faire 17 ans que je fais de l'immobilier parce que j'ai commencé très jeune. Mais j'ai autant de passion. Je suis autant passionné. Des fois, je craque un peu parce qu'il y a beaucoup de pression et on est sur un marché où rien n'est acquis, où tu peux avoir des ventes qui pètent tous les jours. Mais ça reste quand même un milieu qui est passionnant, où tous les jours ne se ressemblent pas, où tu fais la rencontre de nouvelles personnes, tu rencontres des gens qui t'apportent beaucoup de choses. Et il n'y a pas beaucoup de métiers où tu peux faire autant de rencontres. Et c'est ça qui me passionne tous les jours. Ouais, écoute, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que la rencontre, l'autre jour, j'ai signé avec un président d'une association scientifique qui est présente dans le monde entier et qui nous expliquait que, dont le Institut Weizmann, pour le citer, on va leur rendre un peu hommage, qui me disait ils ont 10 fois plus de brevets scientifiques déposés que Harvard, Stanford et Yale réunis, ou je ne sais plus quelle université américaine réunie. Et alors, c'est un truc financé privé entièrement. Voilà, tu te rends compte avec le patron de cette fondation scientifique qui compte les plus grands savants du monde. Ils sont un bureau à Paris, un bureau en Israël, un bureau je sais pas où. Tu te retrouves en salle de signature alors que nous qui faisons l'immobilier, à l'origine, c'est pas des gens qu'on Qu'on côtoie aurait pu forcément. côtoyer. Tu Voilà, n'aurais pas pu les et rencontrer. voilà, tu n'aurais pas pu les Mais rencontrer. tu fais C'est la le dernier rencontre exemple. de... Et franchement, j'ai bu C'est ses paroles. génial. On a signé le truc en 20 minutes. Et on a parlé 2 heures après parce que j'ai trouvé ce garçon, cet homme passionnant qui m'expliquait tous les projets sur lesquels il travaille. Alors l'IA, ils travaillent déjà depuis 20 ans eux. Mais voilà, donc c'est vrai que je te rejoins, l'humain, c'est... C'est l'humain dans le métier de l'immobilier. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le cœur du métier. Hmm. C'est l'humain avant tout. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins talentueux, mais les plus performants dans ce métier, c'est des gens qui ont la fibre commerciale et qui arrivent à s'adapter à toute situation. Donc voilà ce qui est important. Pour reparler un peu des types d'investissements, je voudrais reprendre un petit peu ça, ce qu'on disait. On a parlé un peu de Airbnb, du bail mobilité. C'était ton gros conseil à retenir aujourd'hui sur le type d'investissement à acheter. Parce que ça s'ouvre à tout. Aujourd'hui, les Airbnb, à Paris en tout cas, ce qui est difficile, bon, comme tu le sais, c'est d'obtenir tout autorisations. simplement les autorisations pour avoir l'hébergement hôtelier. Donc il y a quelques années, les mairies et l'urbanisme étaient très ouvertes à donner tout simplement des certificats d'hébergement hôtelier. Mais aujourd'hui, comme ils sont fermés,
C'est pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, faire un investissement À dans Paris, le c'est Airbnb, compliqué en tout c'est cas. devenu très compliqué. Voilà, par contre, dans les grandes villes, regardez, le conseil, c'est Bien sûr. regarder les grandes villes. Par exemple, moi, je suis du sud de Cannes, comme Bien tu sûr. sais. À Cannes, il n'y a pas encore la règle du numerus clausus, ni machin. Exactement. Il n'y a pas besoin d'autorisation. À Nice, par exemple, c'est déjà une plus grande ville. Il y a une autorisation qui est donnée temporairement, je crois, Bien pour sûr. 3 ou 4 ans. Oui. Et après, c'est fini, une fois, sur un bien. Non, et mais il y après, a des c'est fini. zones encore où tu peux faire du Airbnb. Maintenant, sur Paris, j'ai pas envie de dire tout Non, simplement. mais Paris, je futurs pense que c'est investisseurs, compliqué. je pense que c'est devenu. Il faut en acheter des existants. Si vous achetez du Airbnb à Paris, il faut acheter des biens existants Existants qui qui ont ont toutes de la les DP, autorisations, voilà, exactement. qui ont ce qu'on appelle la DP, qui ont obtenu une déclaration préalable Exactement. d'hébergement hôtelier, qui sont si possible bien rénovés et qui sont conformes au règlement de copropriété. Ça, c'est à Paris. Maintenant, dans les grandes villes de France, regardez la réglementation locale. Il y a encore la possibilité d'en faire. Faut pas aller dans des villes. Moi, c'est mon conseil, par exemple, à Cannes. Moi, j'avais pas mal d'appartements Airbnb. Je les ai tous reconvertis en logement à l'année parce que, oui, il y a des salons, il y a des séminaires, il y a la saisonnalité, saisonnier. etc. Mais c'est très saisonnier. Et surtout, comme il n'y a pas de réglementation, Bien sûr. tout le monde le fait. Bah, Et exactement. donc, du coup, tu sors pas du lot. Il y a Exactement. tellement d'offres que l'offre, elle est. Alors, oui, 3 mois par an, tu arrives à remplir, mais en réalité, l'offre, elle est tellement supérieure à la demande, Bien même sûr, à Cannes, je dans suis une cité d'accord. balnéaire, que voilà. Donc, attention dans les villes où il n'y a pas de besoin d'autorisation, c'est pas forcément l'Eldorado, parce que qui dit pas besoin d'autorisation, dit que tout le monde peut le faire et du coup, il n'y a pas de barrière à Je suis l'entrée. complètement d'accord. Donc, voilà. Donc, non, c'était intéressant il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué d'en faire. Donc, bon, il y a des gens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et faire beaucoup d'investissements dans le Airbnb il y a quelques années. Aujourd'hui, bon, c'est un investissement qui est très lucratif, il faut se le dire. On a des rentabilités qui sont très, très Exceptionnel, ouais, bien intéressantes, sûr. beaucoup plus intéressantes Que le logement, que le logement ou que le les commerce locaux même, commerciaux. ouais. On peut aujourd'hui looker des anciennes boutiques 3 fois le prix qu'on louait avec un locataire traditionnel en 369 ou en précaire. Donc c'est quand même relativement intéressant. Mais je pense que la mairie a aujourd'hui atteint un quota et ne veut plus en faire davantage parce que je pense qu'elle a donné assez de DP et a donné en fait tout simplement à respecter son quota et ne veut plus en faire. Donc c'est très compliqué. Mais c'est l'ubérisation, le Airbnb, c'est con. Mais c'est tout simple, c'est que c'est l'ubérisation du monde hôtelier. On veut consommer flexible. Exactement. On ne veut pas s'engager. C'est encore Exactement. une fois, c'est la mobilité. On ne veut pas s'engager. On veut pouvoir changer, évoluer. La notion d'engagement, moi, tu sais, je fais du coworking aussi. J'ai une marque de coworking, de flex office. Les gens, on voit les consommateurs en bureau, c'est fini de la boîte qui, même une boîte de 25, 30, 40 salariés qui dit, bah, moi, je m'engage sur un contrat de 6, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Non, ils veulent un contrat d'1 an. Tout équipé, là, comme on le voit, avec les assiettes, les tasses, Bien sûr. les Ils pots à veulent pas être crayon. engagés. Ils ne veulent pas être engagés. Ça, c'était le Airbnb. Il y a un dernier sujet que j'aimerais évoquer avec toi, Mika, c'est que tu t'es lancé aussi dans un type d'investissement qui est l'investissement d'immobilier de luxe, Bien sûr. l'immobilier haut de gamme. Exactement. C'est un créneau, on le voit en période de crise, Qui fonctionne. qui fonctionne et qui se maintient pour plusieurs raisons qu'on va évoquer rapidement. C'est que notamment les gens qui achètent d'immobilier de luxe, moi je fais des villas notamment dans le sud, entre Cannes, Monaco, des appartements à Paris. Toi aussi, tu vas nous en parler. Tu as pas mal de projets en cours. L'ultra luxe, le segment entre 3 et 10 millions d'euros pour des appartements, des maisons, etc. Les gens, même plutôt 4, mais bon, on va dire qu'on commence à 3 millions. Les gens sont un peu moins sujets à la hausse des taux parce qu'ils ont plus de cash, on ne va pas se mentir. Et c'est plus des achats coup de cœur. C'est pas quelqu'un qui est obligé de vendre son pavillon pour en acheter un autre. Ça intéresse beaucoup des gens qui regardent les réseaux, etc., et qui se disent moi, l'immobilier de luxe, est-ce que c'est réservé à. Est-ce que faire un projet haut de gamme, est-ce que c'est réservé à un carcan, à une petite poignée d'investisseurs? Comment on fait et quelle est, toi, aujourd'hui, ta vision là-dessus? Je sais que tu as mis le doigt là-dessus, tu as beaucoup de projets en cours. Voilà, quelle est ta vision là-dessus? C'est le marché du luxe, ultra luxe, donc emplacement prime avec des vues dégagées ou des vues Tour Eiffel ou des vues historiques et compagnie sur des monuments historiques. On est Prends une ville comme Reims, parce qu'on parle beaucoup de Paris là, mais il y a beaucoup de villes où on peut faire du luxe. Moi, je touche on à peut Paris faire... parce que bien sûr, mais prenons Reims, prenons Nantes. Tu parlais de cathédrale, c'est pour ça que je pensais à Reims, à Nantes, à Cannes, mais voilà. Il y a plusieurs zones où vous pouvez faire de l'ultra luxe, mais sur le marché parisien, c'est une clientèle, c'est une petite niche, c'est un petit secteur, c'est des gens tout simplement en général qui sont de nationalité étrangère. On a beaucoup d'Américains, d'Anglais, des gens des Qataris, des Saoudiens, des Russes, des gens qui veulent faire des investissements, des pieds-à-terre sur Paris, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Pas de Français parmi les gens à qui tu vends? J'ai aussi des Français, mais beaucoup d'étrangers, ou des Français, des gens assez aisés, qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui veulent des produits clés en main.
Quand Avec je la dis clé serviette en main, brodée voilà, sur la c'est baignoire. des produits qui sont tout simplement où les gens viennent avec leur valise et mettent leurs vêtements dans les dressings. Donc, on est sur un marché qui est vraiment très très petit parce que c'est une Il petite n'y a pas niche. 50 acheteurs par Non, il bien. n'y a pas 50 acheteurs par bien, mais c'est des gens qui ont des recherches très précises avec un cahier des charges qui est très précis. Et en général, quand vous respectez leur cahier des charges et que vous faites des travaux qui sont à la hauteur de leurs exigences, en général, on trouve acquéreur assez rapidement, avec des fois moins de difficultés que sur des biens qui sont de qualité traditionnelle et de superficie moins importante. Donc, c'est des marchés qui sont vraiment C'est intéressant ultra la superficie concurrentiels. parce que les gens qui nous regardent, et puis même quand on commence en investissement immobilier, alors on fait à la hauteur de ses capacités. Hein. Moi, j'ai commencé avec un studio, Bien sûr. toi aussi, je pense. Bien sûr. Puis après, on prend plus grand et on a l'habitude de dire aux gens, le plus c'est petit, plus c'est liquide. Bien sûr. C'est vrai, Non. dans l'immobilier traditionnel, comme tu le disais, plus les petites surfaces en général, qui dit petite surface dit que c'est plus accessible. Les parents qui veulent acheter pour leur fils étudiant, le jeune actif qui se lance seul ou avec sa compagnon, l'investissement locatif du gars qui a 50 000 euros de côté qui veut acheter un petit Bien sûr. studio. Voilà. Mais c'est pas vrai dans le luxe. Non. Dans le luxe, au Plus contraire, c'est grand, plus c'est grand. facile à vendre. Voilà, c'est ça qui est bizarre. C'est que c'est un marché où quand vous faites vraiment du luxe, prime, ultra luxe, on est sur un marché où c'est des gens qui cherchent des grosses superficies parce que c'est des gens très aisés. Donc en général, ils ont un cahier des charges où la superficie minimum des biens qu'ils recherchent est minimum 200 mètres carrés. Et il faut le prendre en considération parce que c'est important. Et c'est des gens qui, plus c'est beau, plus c'est grand, plus c'est waouh, et plus ça les intéresse. Donc, Ils vont plus raisonner en prix au ils mètre vont carré. plus raisonner en prix au mètre carré. Ils cherchent un coup de cœur. C'est des gens qui cherchent tout simplement un produit comme ils l'imaginent et comme ils l'ont dans leur rêve. Donc, Quelqu'un qui dit à l'agence, aux agences de luxe traditionnelles ou dans sa recherche, je cherche un appartement aux alentours. Parce que ça va paraître drôle aux gens qui nous regardent, même pour moi ça me fait encore bizarre, mais des gens qui me disent je cherche un pied-à-terre, mon budget c'est entre 5 et 6 millions, pour un pied-à-terre c'est beau, et que donc le gars qui vient et dit mon budget c'est 5 millions et il vient visiter quelque chose, l'agence arrive à l'amener sur quelque chose qui est présenté à 6,5, il y a, si vraiment le truc est waouh, il y a Il y 2 va. chances sur 3 qu'il y aille. Ah ben, bien Même sûr. si c'était fixé Bien un sûr. budget à 5 ou 5 millions et demi, il est capable de C'est faire des gens l'effort qui cherchent le supplémentaire. coup de cœur. Voilà. C'est des gens qui cherchent, qui ont un cahier des charges assez précis, mais qui cherchent des produits coup de cœur. C'est-à-dire ils veulent avoir une sensation quand ils rentrent dans l'appart. Donc moi, mais ce qui est quand même bizarre, c'est que moi, tu vois, dernièrement, j'ai vendu un bien assez important comme ça sur une avenue prestigieuse. Ce qui est quand même incroyable, le gars avait un cahier des charges. Il est jamais venu visiter le bien. Il l'a visité par FaceTime. Donc c'est des gens en général des grands hommes d'affaires, des gens richissimes Qui n'ont pas le temps. qui n'ont pas le temps, où ils envoient leurs collaborateurs pour visiter parce qu'ils n'ont pas le temps de venir tout le temps sur Paris. Et ça m'a quand même surpris. Le mec, il n'a pas visité le bien jusqu'à la signature définitive. C'est-à-dire, j'ai signé définitivement. J'ai fait un produit clé en main, coup de cœur, où le produit, il était vraiment... Je me suis donné beaucoup, beaucoup de mal avec mon architecte pour le réaliser. Et le gars, bon, on l'a vu par FaceTime, il l'a vu en photo. Il avait quand même une visite virtuelle en 3D, donc il peut quand même aujourd'hui se balader dans l'appart virtuellement. Mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu voir le bien. Ça t'a déçu qu'ils viennent pas ou pas? Non, ça m'a pas déçu. Tu mais vends, t'es content, mais j'étais content. J'ai vendu au prix que je souhaitais, donc j'étais content. Mais je me suis dit, vraiment, c'est une clientèle à part. Ouais. Sur des biens traditionnels, en général, nous, chez Maurice, par exemple, on a minimum 4-5 visites avant la signature définitive du bien. Monsieur, madame, Bien sûr, en général, les parents, ils font une visite beaux-parents, l'architecte d'entrepreneur, si ils ont besoin besoin. de Voilà. revisiter. Donc, c'est pas la même clientèle, c'est des gens qui ont une recherche précise et qui savent ce qu'ils veulent. Donc, quand, à partir du moment où tu leur trouves quelque chose qui correspond à leur recherche, déjà, tu sais que quand tu signes, en général, ça va au bout parce que c'est des gens qui ont des moyens qui sont assez importants et qui n'ont pas de problème de financement. Et c'est des gens, en général, quand ils te font des offres, c'est des offres qui sont fermes, sans conditions suspensives. Et tu sais que c'est des offres clairement où il n'y aura pas de rétractation. Voilà. Donc, c'est un marché qui est une petite niche où il ne faut pas se tromper dans les investissements que tu fais parce qu'il faut des beaux emplacements, il faut des vues, il faut des étages élevés, il faut procurer ce coup de cœur. Et en général, quand tu as un premier étage, c'est plus difficile de procurer le coup de cœur. Mais quand tu as un appartement qui correspond à ce cahier des charges, en général, tu n'as aucune difficulté pour le vendre. Si tu fais des travaux,
à la hauteur de leurs exigences. Il y a 2 trucs que tu viens de dire et justement sur lesquels je vais te relancer. C'est l'emplacement. Alors pour le Bien sûr. luxe, c'est plus vrai qu'ailleurs. Non Bien seulement le luxe, l'emplacement n'est pas suffisant, comme Non. tu le disais. C'est pas parce que tu es dans la belle rue que ça va suffire. Le premier étage ou l'étage sur cour ou exposé nord, Exactement. ça marche pas, Non. on va se le dire. Il faut l'étage élevé. Il faut Exactement. aussi possible être seul sur le palier avec Exactement. un balcon, un Une des extérieur. belles Voilà. parties communes. Voilà. Il faut avoir des prestations dans l'appartement qui sont de très grands standing. Il faut avoir des produits signés, des signatures, que ce soit en meubles, que ce soit en cuisine, que ce soit en qualité en termes d'architecte. Il faut des signatures parce que les gens veulent vraiment quelque chose à la hauteur de leurs exigences. Et quand tu respectes tout ce cahier des charges et que tu as fait un appartement qui est à la hauteur de leurs exigences, en général, ils trouvent preneur assez rapidement. Pour les travaux, on a parlé, on vient de parler de qualité de rénovation dans le luxe, mais je voudrais reprendre sur la partie travaux. Tu as l'air, je sais que tu t'impliques personnellement, tout comme moi, dans les travaux. Moi, personnellement, c'est mon kiff, les travaux. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'adore prendre des plans et tu parlais de passion sur l'immobilier. La passion de l'immobilier, on disait le matin, on est négociateur, à midi, on est banquier, à 14h, on est chef de chantier. Et notamment, on est obligé de guider un peu, même si on passe par des architectes. Donc, les gens qui font l'investissement immobilier, qui commencent, vous n'êtes pas forcément obligé de commencer avec un architecte quand vous achetez un petit appartement, mais vous allez voir que vous êtes passionné vous-même, que quand vous vous lancez dans un projet, les magazines déco, vous passez devant un magasin de cuisine, un magasin de meubles, vous allez vous arrêter, vous allez vous dire « Ah putain, mais c'est ça, peut-être qu'il faudrait faire, ah, j'ai vu cette couleur dans un magazine, machin ». Donc, ça vous prend au corps et votre projet vous prend à l'esprit et vous allez voir de la déco partout. Sur la partie travaux, moi je sais que j'aime bien le dimanche prendre mes plans, les imprimer à l'ancienne. Moi je le fais encore un peu à l'ancienne, je les imprime en A4 ou en A3, un crayon, plusieurs couleurs de stabilo, les cloisons, non je la vois plutôt comme ça, machin. Tu en parles même aux gens qui sont potentiellement les cibles. Moi j'aime bien parler à des gens des appartements que je vais vendre, dire mais toi si je devais te faire un appartement, est-ce que ça te conviendrait? Mais plein de fois les gens me disent ah non moi la cuisine ouverte j'aime plus. Cuisine ouverte, cuisine fermée, c'est un gros débat en ce moment, mais maintenant, j'aime plus la cuisine ouverte. Moi, on revient vachement au fermé parce que ça fout le bordel. Voilà, chacun a son truc. Et il faut essayer, pour nous, ce qui est dur, c'est d'essayer de faire le produit, le bien, qui est adapté au plus grand nombre. Et donc là, pour la partie travaux, je vais te relancer là-dessus. Donc, toi aussi, c'est ton kiff ça, moi, je travaille pas sur plan à l'ancienne. Je travaille beaucoup, moi, sur mon iPad avec le stylo. Mais ouais, je travaille énormément mes plans. Je fais attention à tous les détails. Parce que en fait, quand je fais un appartement de haut standing, ce que je me dis, j'essaye de m'y voir dedans. Ça me permet vraiment de pouvoir faire quelque chose qui ressemble aux exigences que les gens peuvent avoir. Et je me dis, voilà, comment le gars, il va aimer, comment il voit la vue, comment il a envie d'être, comment il a envie de l'emplacement de la télé, l'emplacement du fauteuil, l'emplacement du tapis. J'essaye de faire comme si c'était pour moi. Et ouais, ça me prend beaucoup de temps, mais ça me passionne. Et comme je dis, les gens qui n'aiment pas les travaux et qui n'ont pas envie de bien regarder tout ce qui est les petits détails, il ne faut pas qu'ils se lancent dans ce genre d'investissement parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Et c'est en général des chantiers qui sont assez longs parce qu'ils se demandent une spécificité qui est vraiment assez pointilleuse, tout simplement. Mika, le mot de la fin, on va conclure. Bien sûr. Si en 1 minute, on devait donner 2 conseils aux gens qui, on a donné pas mal pendant la conversation, des conseils qu'on a pu comprendre de ton expérience professionnelle, de ta manière de voir le business, etc. Mais allez, 2-3 conseils qu'on pourrait donner en 1 minute aux gens qui veulent se lancer ou qui ont un peu commencé l'investissement immobilier, même si on répète un peu ce qu'on a dit, mais en hyper synthétique, voilà. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer, l'investissement dans l'immobilier, ça reste un investissement sûr où vous minimisez vos risques. Et ça, c'est important. Il y a aujourd'hui beaucoup de marchés qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus volatiles. Comme j'entends souvent, un marché qui est concurrentiel à l'immobilier, qui est le marché boursier ou le marché de la crypto, le marché des investissements comme ça en bourse. Je trouve que c'est un marché qui est beaucoup moins sûr que l'investissement dans la pierre. Si vous regardez la pierre sur 30 ans, ça a fait que monter toutes ces dernières années. Aujourd'hui, se lancer dans des investissements, je trouve que c'est magnifique parce que vous capitalisez, vous créez du patrimoine, vous laissez des choses à vos enfants dans le futur et en même temps, vous permettez d'avoir un complément de revenus. Et en général, quand vous vous lancez dans un bien et que ça fonctionne bien, vous avez envie d'en faire un deuxième, un troisième et c'est tout simplement un petit château qui se construit. Donc, ça reste quand même un investissement sûr. Et à long terme, aujourd'hui, je pense que l'investissement dans l'immobilier est l'investissement tout simplement le plus durable et qui vous permettra certainement de vous enrichir le plus facilement possible en minimisant les risques, tout simplement.
Il mesure les risques, bien attention à bien prendre tout en Bien sûr. considération. Il faut être conseillé, chaque il ligne. faut être accompagné, essayer de toujours, quand vous faites un premier investissement, d'être accompagné par des gens qui ont peut-être un peu d'expérience, d'avoir déjà fait un crédit à la banque, d'avoir déjà fait des travaux, d'avoir déjà fait un investissement pour minimiser au maximum vos risques. Mais en général, quand vous avez une première expérience sur un bien et que ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison dans le futur de ne pas pouvoir en faire davantage. Et après, c'est un château de cartes qui se monte et qui vous permet de créer tout simplement un petit pécule qui vous permettra d'avoir un complément de revenu dans le futur. Merci Mika pour cette De rien, interview. merci en tout cas de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, cette interview hyper inspirante, je te le dis, même pour moi, alors qu'on fait à peu près le même métier. Voilà, j'ai appris moi-même, j'ai appris des choses. Je vois qu'on partage pas mal d'éléments, on partage pas mal de la même vision. Et j'espère qu'on se reverra bientôt sur d'autres thèmes. On va attendre de voir ce que les gens qui nous regardent aimeraient évoquer comme thème. Et puis pourquoi pas les évoquer même en one-to-one avec les gens qui le souhaitent, voir vraiment une formation dédiée pour les aider à se lancer ou à consolider leur investissement. Avec plaisir. Merci Mika. Je serais ravi de revenir. Avec plaisir. Merci à Mika. bientôt. Ciao. Au revoir. Merci.